Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Le président de la République et président national du RDPC l'a annoncé via une publication sur ses comptes officiels. Après 43 ans de pouvoir, le président sortant qui brigue un 8e mandat rassure les Camerounais de sa détermination à les servir, affirmant vouloir placer les jeunes et les femmes au cœur de ses priorités. Une annonce perçue de diverses manières par l'opinion nationale et internationale. Si au sein du parti du flambeau ardent, cette candidature représente une victoire, répondant à de multiples plébiscites, d'aucuns y voient une participation de trop pour un homme de 92 ans, apparemment à bout de force et de stratégie. Paul Biya est donc résolu à ne pas rentrer au village, du moins pour le moment. Peut-il encore réaliser le meilleur annoncé dans sa déclaration de candidature? Qu'attendre encore de l'homme du renouveau, surtout face aux défis que connaît le Cameroun? Et quelles sont les chances du RDPC lors du scrutin d'octobre prochain? On en discute avec nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, prenant la direction de Bafoussam, dans la région de l'ouest Cameroun, la ville secouée par la disparition mystérieuse de sexe masculin. Le week-end dernier, un homme a trouvé la mort et plusieurs autres personnes ont été prises à partie par la population en furie qui les accuse d'être à l'origine de la disparition de l'organe génital d'un autre homme. Alors que l'affaire fait des vagues, notre équipe est allée à la rencontre de la famille d'un jeune homme qui dit avoir constaté une diminution de son sexe après un contact avec un inconnu. Et pendant ce temps, les autorités de la ville multiplient les mises en garde. Franck Duroc Tassonka nous conduit au quartier Congo, dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam. Regardons. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussam. Nous sommes dans son carrefour feu rouge. Pardon qui remet son pénis, on nous laisse tranquille. Voilà mon téléphone que j'ai mis sur mon pénis. C'est le phénomène du moment. À Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest, une prétendue disparition de l'appareil génital mâle au cœur d'une psychose. Les faits remontent au vendredi 11 juillet, où plusieurs personnes ont été agressées, certains à mort, accusés d'avoir fait disparaître le sexe de leurs semblables. L'opinion s'interroge, disparition totale du sexe ou diminution du volume. Pour mieux comprendre, cap sur Congo 1, où une famille dit avoir vécu cet événement de près sur leur fils. Le jeune garçon de 21 ans effectuait une tâche autour du domicile familial. Le passage de cet inconnu a tout changé. Il passe le salut, il dit mon petit, je viens travailler avec toi. L'enfant ne dit rien, il descend jusqu'à arriver en bas là, il remonte. Quand il remonte maintenant, il dit mon petit, décourage. Il tape l'enfant à l'épaule. C'est comme ça que le corps de l'enfant vibre. Ça vibre, l'enfant dit que hey, ce que j'entends peut-être c'est déjà arrivé sur moi. Il est monté jusqu'à arriver quelque part là, l'enfant dit que viens remettre ce que tu as retiré sur moi. Il dit je n'ai rien retiré, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Quand l'enfant court maintenant derrière lui, il prend la fuite. L'enfant monte jusqu'à arriver en haut là, il attrape. Non loin de là, à Congo 2, une femme aurait échappé de justesse à la mort, accusée d'avoir fait disparaître l'organe génital d'un autre homme. Au bloc 5, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, aucun habitant n'a souhaité se prononcer sur la question, même pas la famille directement concernée. Mais dans les rues, l'opinion s'embrase. Maintenant, c'est le sexe des gens qui vont disparaître. Maintenant, l'enfant n'a plus le sexe. Il va accoucher les enfants avec quoi? Donc le Cameroun va s'éteindre. Et seul le Cameroun va s'éteindre. Mais on prend le sexe de quelqu'un. Depuis le 11 juillet dernier, la MIFI a enregistré au moins 5 cas d'affaires de vol de sexe, avec au registre du bilan un mort, plusieurs blessés et une personne en garde à vue. Rapproché du commissariat central de la ville, la mise en garde est claire sur ce phénomène de justice populaire. Que grâce à la vidéosurveillance, nous allons traquer tous ceux qui ont participé aux violences qui ont été commises sur des citoyens. Nous interpellons nos compatriotes d'utiliser les numéros verts à leur disposition, notamment en ce qui concerne la sûreté nationale. Il s'agit du 117 et du 1500.
qui feront déployer les hommes sur le terrain. Peu avant cette sortie du commissariat central de Bafoussam, le préfet de la MIFI indiquait déjà dans un communiqué radio que cette folle rumeur sur une prétendue disparition des sexes masculins est dénuée de tout fondement au regard des résultats des analyses médicales menées. Face à cette psychose, les habitants du département de la MIFI ont opté pour l'utilisation des épingles. Question de contrecarrer ce phénomène, a-t-on appris. Après cette affaire de vol de sexe à Bafoussam, on parle à présent d'insalubrité dans la ville de Douala, avec le calvaire que subissent les populations de Makepe-Misoke. Le quartier, désormais aux allures de décharges à ciel ouvert, est depuis plus de 3 mois sans nouvelles de Isakam, société en charge de l'hygiène et de la salubrité au Cameroun. Au quotidien, des ordures s'amoncellent dans les rues, faute de ramassage. Conséquence, les habitants vivent au milieu d'immondices, respirant puanteur, harcelés par les mouches et moustiques. Notre stagiaire, Zara Leila Etingé, est allée à la rencontre de cette population à bout de souffle. Son reportage. Il ne peut plus arrêter dedans. Les mouches, les moustiques ne nous laissent plus. On n'arrive pas à manger. Quand tu es à la cuisine pour préparer comme ça, tu l'huiles à la cuisine avec les mouches. On se croirait dans une décharge, mais que non. Ici, nous sommes bien au quartier Makepe-Misoke, dans le 5e arrondissement de Douala. Ici, les ordures ne se ramassent plus, elles s'entassent, pourrissent et empoisonnent la vie des habitants. Je suis mécontent. Pourquoi? Parce que nous, on vit dans un quartier auquel, avec la poubelle, la population respire mal. Ça peut nous créer des infections pulmonaires. Est-ce que vraiment la mairie et puis la communauté et puis l'ISACAM pouvaient vraiment faire le maximum d'efforts de venir enlever ça, puisque nos enfants que vous voyez là, ils vont piétiner ça, les asticots, tout, et ça va les enduire des maladies. Après on va dire le choléra, tout et tout, on va se mettre à combattre le choléra. On pouvait enlever ces ordures, ça sauve nos enfants. Même ISACAM ne passe pas, même la communauté humaine ne passe pas, donc nous sommes exposés non seulement à des maladies, à des odeurs, à des moustiques, à des mouches. Donc c'est pas facile à Misoke pour casser de la vie. Depuis plus de 3 mois, plus aucun camion d'hygiène et de salubrité à l'horizon. Résultat, des montagnes d'immondices, nuées des mouches et des moustiques partout, jusque devant les maisons. Depuis 2-3 mois déjà, je ne vois pas Isakam ici. Tous les saletés qui sortent du marché pour arriver ici avant le pont cassé. Et les enfants en période de vacances, vous voyez, les petits-enfants, ils ne parviennent pas à circuler. C'est le matin que même papa a essayé de prendre la paix pour libérer la route. Quand on sort à la maison comme ça, là, on marche que sur les ordures pour arriver à la maison. Quand tu prépares la cuisine avec les mouches, nous, on ne s'en sort plus. Pardon, papa. Essayez de nous comprendre. Dans ce quartier, la saleté est devenue un décor permanent. Les familles vivent dans l'angoisse des maladies constantes, comme le paludisme et bien d'autres. Even us that we are living beside here, mosquito, flies. Even as I'm selling here, people cannot come and sit there and eat again because there's mosquito, there's flies everywhere. You have to stand and be driving flies. That means even to sleep at the night, mosquito everywhere. We don't know. Children cannot even expect. It's not easy. Ces habitants qui n'en peuvent plus lancent un cri de détresse dénonçant l'abandon des autorités locales. Pour eux, ce silence est criminel car ici, ce sont des vies humaines qui sont mises en danger. En politique, il fait savoir il y a quelques heures au travers de publications sur les réseaux sociaux, Paul Biya, le président sortant et candidat à l'élection présidentielle pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. Sa 8e candidature après celle de 1984, 88, 92, 97, 2004, 2011 et 2018, marquée par 2 victoires sans opposition. Petit rappel historique avec Fondre Marquez. Cameroon has held 11 presidential elections since independence: 1965, 1970, 1975, 1980, 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011 and 2018. President Paul Biya has contested 7 of these 11 presidential elections. Notably, he won 2 of them unopposed.
the 1984 election when the country was a one-party state under the Cameroon National Union (CNU) and the 1988 election under the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) party. In 1992, Paul Biya participated in the country's first multi-party presidential election with multiple candidates. He also ran in the 1997 presidential election, which was largely boycotted by opposition political parties. Furthermore, Biya was a CPDM candidate in the 2004 election and sought re-election in 2011 following the constitutional amendment in 2008. In 2018, as a CPDM chair, he was the party's flag bearer. With the upcoming 2025 election, President Biya will be running for the 8th time as a presidential candidate. Et dans la perspective de la présidentielle de 2025, le Parti pour l'Alliance libérale passe la main à la jeunesse et investit Ateki Seta Caxton comme candidat à la candidature. La décision a été entérinée au terme du conseil politique du parti tenu le 12 juillet à Yaoundé, un choix qui, selon le président national du PAL, Célestin Bédigui, vise à interpeller directement le président de la République et tous les autres candidats âgés de plus de 70 ans. L'homme politique les invite d'ailleurs à suivre son geste de transmission et d'ouverture. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Le Parti pour l'Alliance libérale, PAL, a officiellement investi Ateki Seta comme candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. La décision a été prise à l'issue du Conseil politique national tenu ce 12 juillet à Yaoundé. Une transition assumée et portée par le président national du parti, Célestin Bédigui. Je pense que il est temps que nous fassions confiance à la jeunesse. Nous, on a fait tout ce qu'on a fait, la tripartite, les villes mortes, on avait là les 35 ans, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons le double cet âge-là. Pourquoi voulez-vous qu'on soit même toujours à croire que nous sommes les seuls à pouvoir faire les choses? Et la personne que nous avons investie, il est originaire du Nord-Ouest, il est anglophone, il n'est même pas francophone, il est jeune, il a un profil qui est tout à fait à l'opposé de tout ce qu'on peut avoir pensé du parti jusque-là. Et j'espère que cette leçon-là sera retenue. Par ce geste, Sa Majesté Bédigui affirme vouloir envoyer un message fort au président de la République ainsi qu'à l'ensemble des candidats potentiels âgés de plus de 70 ans. C'est inacceptable. Moi, je tiens absolument, par cet acte-là, je veux montrer deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir qu'on a fait ce qu'on pouvait faire et maintenant, il faut laisser les autres tenter leur chance. Et puis la deuxième étape, c'est qu'un parti politique n'appartient pas à un individu, un parti politique n'appartient pas à une région, un parti politique n'appartient pas à une tribu. Les gens ont dit que oui, on passe, c'est les étoiles, c'est Monac et les autres suite. Non. Le programme du PAL, axé sur l'économie, le social, la gouvernance et la souveraineté, propose une rupture pacifique avec l'ordre établi. Il prône la sortie du FMI, des investissements structurants, l'accès universel aux services de base, une gouvernance décentralisée et exemplaire, ainsi qu'une souveraineté renforcée avec une monnaie nationale, portée par un mandat unique de 6 ans. Ce projet vise une transformation profonde du pays autour d'un leadership jeune et à l'écoute. Et quelques heures seulement après l'annonce de la candidature du président Paul Biya sur les réseaux sociaux, l'extrême nord réaffirme son engagement derrière le chef de l'État. Pour le président de l'Assemblée nationale, la région votera à 99,99% pour son candidat. Un message porté ce 14 juillet à l'hémicycle lors d'une cérémonie solennelle de remise des attributs de chef de premier degré de Mada Kavaye Djibril lui-même. Une élévation honorifique décidée par le président de la République en reconnaissance de ses 54 années de règne comme chef traditionnel de deuxième degré. La cérémonie, justement, était présidée par le ministre de l'Administration territoriale. Je vous invite à suivre un extrait de discours du président de l'Assemblée nationale, extrait sélectionné par Sébastien Oyébé. Monsieur le président de la République, une fois encore, je vous remercie. L'extrême nord s'engage à voter en 99 pour
si il y en a qui ne veulent pas se déclarer, ils sont, la porte est forte. Et chez les potentiels challengers du président Paul Biya, l'heure est aux formalités de candidature à quelques jours de la clôture du dépôt des dossiers pour les éventuels candidats à l'élection du 12 octobre prochain. Certains responsables de partis politiques pressent le pas afin d'obtenir tous les documents nécessaires pour appuyer leur dossier. Au sein d'Elections Cameroun, le délégué régional d'Elecam pour le littoral confirme que des certificats d'inscription sur les listes électorales ainsi que des documents de dépôt de signature pour les candidats indépendants sont distribués. De plus, Serge Bourdon-Rotilla annonce une campagne de distribution des cartes d'électeurs dans les prochains jours. Il s'exprime dans cet élément de Jiré Sazongué et Fondre Marquez. Days after the convocation of the electorates, political parties have been visiting the Elecam office in the Littoral region to gain insight into the necessary documents. Confirming this, Elecam's regional head, Serge Otia-Bodiong, explains that Elecam provides voter registration certificates. À notre niveau, Elecam produit un seul document, qui est le document qui est l'attestation d'inscription sur une liste électorale qu'on demande à tous les candidats. C'est-à-dire qu'ils doivent se présenter dans nos services avec une carte d'électeur ou un récépissé qui prouve qu'ils sont inscrits. Peu importe où ils sont inscrits, la loi dit qu'ils doivent être inscrits sur une liste électorale. Même si c'est à l'extrême nord qu'ils sont inscrits, nous aurons la preuve avec leur carte d'électeur et le numéro qui est dessus. On pourra vérifier s'ils sont effectivement inscrits. C'est ce document que nous leur délivrons. En dehors des récépissés de dépôt de candidature pour ceux qui vont effectivement déposer les dossiers de candidature à notre niveau. Donc, pour ce qui concerne les 10 jours qui viennent, qui encadrent le dépôt de candidature, voilà ce que nous pouvons leur délivrer. As for independent candidates, Serge Otia notes that the signature deposit documents are available. Il y a des candidatures indépendantes. Donc, tous ceux qui veulent être candidats indépendants, nous avons également des documents que nous pouvons leur produire et qui sont à notre niveau. Ce sont des documents de signature, de dépôt de signature, pour les 300 signatures qu'on leur exige. Donc, ils peuvent se rapprocher de nous et on mettra à leur disposition toute la documentation qu'il leur faut pour recevoir et acquérir ces 300 signatures pour toutes les 10 régions. Elections Cameroon is planning a massive campaign in various neighborhoods to facilitate the distribution of voter cards. Nous allons nous concentrer vraiment sur la distribution des cartes. Nous irons également dans les quartiers, dans des zones comme on le faisait avec les inscriptions, sauf que maintenant, ce sera uniquement pour la distribution des cartes. On va organiser une vaste campagne de distribution des cartes avec les SMS qu'on va envoyer aux différents électeurs pour leur dire où est-ce qu'on se trouve pour qu'ils viennent retirer leurs cartes. With over 2,500 voter cards waiting to be retrieved in different Elecam branches in the Littoral region, the regional boss aims to distribute them before election day. Minute présidentielle. Le Cameroun s'avance progressivement vers la plus importante élection de la nation, celle du président de la République. Telle une armée, les partis politiques en pareille circonstance installent tout un centre de commandement à partir duquel toutes les stratégies sont conçues pour la conquête de l'électorat et le financement entre autres. Roland Tapi nous en dit davantage sur l'ambiance qui prévaut en ce moment du processus électoral dans les QG de campagne. Le quartier général, en abrégé QG. Les partis politiques sont allés emprunter au langage militaire pour la circonstance, un peu comme pour se mettre dans la peau des soldats engagés au front.
Et comme pour toute opération militaire, la stratégie est ce qui compte. Une stratégie qui devrait reposer sur plusieurs piliers que sont le financement, le recrutement des représentants et la communication. Selon Paul Mayel, communicant, porte-parole d'Akerimona depuis 2018, la définition la plus simple qu'on peut donner à un QG de campagne, c'est que c'est le lieu où se réunissent les équipes de campagne pour planifier, coordonner et exécuter les stratégies et les activités qui sont liées à la campagne. Selon lui, il y a essentiellement 4 fonctions pour un quartier général de campagne. La fonction de planification stratégique, à savoir la définition des objectifs, des cibles, des messages de campagne, la fonction de coordination des équipes de campagne au niveau local, national et même à l'extérieur, la gestion des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou matérielles, et enfin la fonction de suivi et évaluation qui fait le suivi des activités d'abord du QG même et le suivi des activités de la concurrence. Sans oublier une activité essentielle d'un quartier général, celle de la collecte et du traitement des données. En réalité, le quartier général de campagne est une organisation bien structurée qui fonctionne avec toutes les exigences d'une organisation moderne. Le personnel doit être minutieusement choisi sur les critères de la confiance et de la compétence. Tout comme à l'image d'un quartier général militaire, les informations traitées ici sont sensibles pour le parti et le candidat et ne doivent pas être manipulées par des mains inexpertes, encore moins par des personnes qui peuvent les laisser échapper par indiscrétion. La performance d'un quartier général de campagne dépend ainsi de la qualité des hommes qui la composent. Il est à noter que si on se présente dans une élection pour la remporter, ce n'est pas la mission du quartier général de campagne de donner cette victoire, même s'il doit y contribuer de manière significative. Il aura beau être efficace dans la définition des stratégies et leur mise en exécution, si le candidat lui-même ne jouit pas d'une certaine sympathie auprès de l'électorat, il ne pourra pas changer grand-chose. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas donner le meilleur de lui-même. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau présidentiel 2025. Le président sortant Paul Biya veut-il battre tous les records de longévité au pouvoir dans un contexte où des militants de son parti et des turiféraires du Sérail nageaient entre doutes et assurances pour sa candidature au scrutin d'octobre prochain? L'homme du 6 novembre, 43 ans de règne et 92 ans d'âge, entend défier le temps et l'histoire en se déclarant candidat à sa propre succession, alors qu'un collectif d'intellectuels et certains de ses compatriotes lui demandaient de renoncer à un nouveau mandat. Et si Paul Biya était élu au terme de cette élection, est-il à même d'aller au terme de son bail à 99 ans sonnés? La lecture de Jean-Paul Chuniat. Déclarant sa candidature à sa propre succession à la magistrature suprême du Cameroun, le chef de l'État sortant Paul Biya met premièrement fin aux batailles médiatiques entre ces multiples créatures, partagées entre doutes et assurances pour leur créateur politique de se présenter à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Si la nouvelle de cette candidature, le l'homme du 6 novembre 82, ne surprend pas certains Camerounais, d'autres par contre sont bien dépassés par cette annonce qu'ils n'attendaient pas de ce vétéran de la politique camerounaise, usé par le pouvoir depuis 43 ans et aujourd'hui âgé de 92 ans. Et physiquement diminués, les plus sceptiques, qui n'ont plus écouté ni vu leur président depuis le 20 mai dernier, veulent voir le chef de l'État leur dire de vive voix qu'il est candidat, dans un contexte où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la gestion du pays par des hautes instructions qui lui sont attribuées. Deuxièmement, le candidat naturel du parti du Flambeau a bouté en touche son défaut de légitimité et inéligibilité brandi par son jeune camarade, le conseiller municipal Léon Teller Onana, qui a été balancé dans une impasse judiciaire par le tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, se déclarant incompétent dans un déni de dire le droit. Ayant malgré tout déclaré sa candidature pour challenger son grand camarade au statut du candidat naturel du parti. Selon l'article 27 des textes de base du RDPC, Léon Teller Onana pourra-t-il contrecarrer le vieux lion dont il dit illégitime et inéligible pour n'avoir plus bénéficié de la confiance du Congrès depuis 2011? En dehors de ce contentieux interne, Paul Biya aussi fait la sourde oreille au récent appel des 32 intellectuels camerounais et tous les autres milliers de citoyens au pays et de la diaspora qui lui demandaient depuis des mois de renoncer au mandat de trop en cette année 2025. Pour tous ceux qui doutaient encore s'il en était besoin, le père du vieux renouveau se lance ainsi à la conquête d'un énième septennat qui, par la grâce divine dont il a toujours bénéficié, pourrait le faire entrer dans l'histoire des records de longévité des dirigeants au monde. 99 ans d'âge et 50 ans de pouvoir non-stop
Ce qui a fait dire à des observateurs avertis que Paul Biya gagnera la présidentielle de 2025, mais c'est son entourage qui va diriger le Cameroun. Et on en parle avec nos invités ce soir. Honorable Mout, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes homme politique, député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Claude Maillot, je suis content d'être là. J'ai fait un périple de 260 km pour pouvoir être là, mais je réponds assez gentiment à votre invitation. Merci. Par ailleurs, le consultant RDPG qui devait être là est passé sur vos antennes. Hier soir. Voilà. Merci également à Patrice Kadji d'être avec nous ce soir. Vous êtes juriste et communicateur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Claude Maillot, bonsoir à tous mes co-panélistes. C'est un honneur, un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau pour apporter ma modeste contribution dans l'évolution de notre pays. Et je vais toujours dire la même chose que j'ai souvent coutume de dire, que ce qui devrait éclairer toute personne qui participe à un débat dans l'espace public, c'est le bon sens. Comme le disait René Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Il ne suffit pas de l'avoir, mais de bien l'appliquer. Et Habermas, qui est un expert dans le domaine de l'espace public, qui a écrit plusieurs articles et ouvrages dans l'espace public, allait plus loin en disant que l'espace public est un lieu où les individus se rassemblent pour débattre autour des sujets, des idées, afin de former l'opinion, afin d'apporter un éclairage à l'opinion publique. Mais contrairement à ce qu'on observe, c'est que l'espace public est aujourd'hui mondé des personnes qui viennent polluer et qui ont pour mission de, je dirais, distraire les citoyens. Et nous sommes là aujourd'hui pour éclairer les Camerounais. Merci beaucoup, Patrice Kadji. Bonsoir Aboulaye Djani Léonard, politologue. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Claude et bonsoir mes co-panélistes. C'est un plaisir d'être là une fois de plus pour partager quelque chose avec les Camerounais sur ce processus qui, je pense, est déterminant pour notre pays. Parler un peu de l'élection présidentielle et de voir dans quelle mesure nous pouvons amener les Camerounais à être plus éclairés sur la chose politique. On parlera surtout de la candidature du président de la République, Paul Biya. Pépin Bika est analyste politique. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Claude, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs. Et on l'a longtemps attendu, l'annonce de la candidature du président de la République. Finalement, on l'a eu hier à travers ses médias sociaux, ses comptes officiels. Paul Biya, candidat pour l'élection de 2025, honorable Mout, on imagine qu'au sein du RDPC, c'est une nouvelle qui réjouit les militants. C'est une nouvelle pour vous, ça n'est pas une pour nous. Pourquoi? Et là, vous avez dit tout à l'heure, les gens s'impatientaient. Il n'y a pas lieu de s'impatienter quand on est dans le domaine public, auquel faisait allusion tout à l'heure M. Kadji. Ça demande beaucoup de pondération, beaucoup de retenue. Parce que la patience, c'est également le contraire de l'impatience. Lorsque vous commencez à attendre quelque chose, vous vous fixez des délais butoirs. Et ça peut arriver que très souvent vous soyez déçus. On n'a pas besoin d'être déçus parce que la déception également peut amener à développer un certain nombre de choses qui soient totalement incompatibles avec la gestion de l'espace public. C'était attendu, c'était connu de nous qu'il va être candidat. Après maintenant, j'ai entendu des gens tergiverser sur le fait qu'il n'allait pas l'être du tout. Et je vous ai dit tout simplement, il faut attendre. Et d'ailleurs, les gens qui s'impatientent, ils n'ont pas une très bonne lecture. Ça demande quand même, lorsqu'on rentre dans le domaine public, d'avoir une certaine élévation d'esprit et de voir à travers le temps et à travers l'espace comment est-ce que les candidatures s'annoncent. La plupart du temps, les gens qui sont des sortants attendent la dernière minute pour dire je suis candidat, je ne suis pas candidat. Si vous dites je suis candidat, je ne suis pas candidat 6 mois avant, les gens vous traitent comme un sortant. Il n'y a plus d'obéissance, on ne vous fait plus la révérence nécessaire et les gens ont c'est un has-been. Donc vous attendez le dernier moment pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, quand on regarde également à travers le temps, donc à travers l'espace, Mitterrand nous apprend qu'il faut l'annoncer le plus tard possible. Et d'ailleurs, de manière la plus inanodine possible. Je me rappelle, lorsqu'il fait son premier mandat, tout le monde le presse, si sera candidat, sera pas candidat. Et d'ailleurs, on met en relief le fait qu'il a un cancer qui est plus ou moins caché de tout le monde. Il est plus ou moins à bout de souffle après 7 ans de septennat. Et puis, au détour d'une tournée dans une province, il prend un de ses partisans en disant
comme l'élection, là, il faut quand même l'annoncer, les candidatures se fait tard. Posez-moi la question devant les écrans, devant le micro, au vu de tout le monde pour savoir s'il serait candidat. C'est bien orchestré et à ce moment-là, la personne se voit à la tâche et dit, est-ce que, Monsieur le Président, nous sommes impatients quand même d'attendre que vous déclarez votre candidature. Elle ne vient pas pour quelle raison? Et il dit tout simplement, oui, je suis candidat. Mais pour le cas du président Paul Biya, il n'a pas laissé, il n'a pas accordé un point de presse, il ne s'est pas exprimé officiellement, on l'a lu sur les médias sociaux. La forme et le format également. Pourquoi vous n'avez pas voulu qu'il fasse une déclaration comme Balladur à l'époque du haut de Matignon pour pouvoir dire à partir de maintenant, j'ai très bien travaillé en tant que Premier ministre, je suis candidat. C'est ce que souhaitent certains Camerounais. Ils ne l'ont pas vu depuis et qui attendent au moins une vidéo. Le format appartiendra à la personne qui veut aller à cette rencontre entre un homme et les citoyens. Vous n'allez pas lui imposer un carnaval. Dans le cas de Mitterrand, je vous dis bien qu'il était dans une tournée en province. On y attendait le moins du monde. Et il a dit tout simplement, essayez de me poser la question pour savoir si je serai candidat. Et il a répondu en disant, oui, je serai candidat. Mais pour le président Paul Biya, il n'a pas attendu qu'on lui pose une question. Il a fait cette format, vous voulez que je répète, le format appartient à la personne qui va aller dans le cadre de cette bataille, de cette rencontre-là. Vous n'allez pas lui imposer un format particulier. Ce format, c'est celui-là qu'il a choisi. C'est le sien. De la même façon que la campagne sera la sienne, de la même façon que, effectivement, la victoire sera certainement la nôtre. Mais c'est avant tout la sienne, mais également, en cas de pépin, il adossera également le fait que, ayant formulé sa demande ou alors son annonce d'une certaine façon, ça n'a pas pu y accrocher. Vous n'allez pas le juger là-dessus. C'est le format qui a été. Et en plus, vous savez, la plupart des gens qui sont dessus dans l'espace public, tout au moins dans la façon avec laquelle le président de la République a géré les choses pendant l'espace public depuis une quarantaine d'années, c'est des déceptions très souvent qui sont fondées sur des expectatives qui sont assises sur des transpositions de personnalité. Ah, moi j'ai envie que de manière solennelle qu'il va à la télé et qu'il dise moi je suis candidat. Et puis il ne fait pas comme vous. Et puis vous dites, ah, je suis dessus parce qu'il aurait dû faire différemment. C'est sa façon à lui de faire. De la même façon que vous souhaiterez qu'il gambade partout, qu'il donne des interviews à tort et à travers, sa façon à lui, c'est votre transposition de personnalité. Vous, à sa place, vous l'aurez fait comme ça, mais vous n'êtes pas à sa place et il n'est pas à la vôtre. À ce moment-là, vous admettrez volontairement que par rapport à son timing qui se fixe lui-même, que ce soit celui-là, donc il n'y a pas de déception à avoir. Comme il a décidé que c'est ce carnaval qu'il emprunte, et ce sera celui-là. Après, maintenant, on va voir si ce carnaval-là est plein d'efficacité ou également c'est quelque chose qui ouvre droit à une bérésina qu'un certain nombre de personnes nous promettent. Mais c'est sa façon à lui de le faire. On tiendra compte qu'effectivement, c'est lui le candidat et il fera comme il le voudra bien. Et il nous a habitués, le président Paul Biya, à cette façon de faire depuis 2018, parce qu'il avait également annoncé sa candidature à l'élection de 2018 sur son compte Twitter. Mais est-ce que pour cette année, il est vrai que la technologie a évolué, on est plus sur nos téléphones, sur le digital, mais est-ce que les Camerounais ne méritaient pas au moins peut-être une sortie verbale, mieux que des écrits qu'on attribue à X ou Y membres du gouvernement désormais? Écoutez, je crois que l'aîné, monsieur le honorable Samuel Mout a assez bien dit, chaque parti politique a sa stratégie. C'est-à-dire que nous sommes en période préélectorale et il faut scruter les faits et gestes de tous les hommes politiques. Leur discours, leur silence, leurs actions, tout cela rentre dans ce qu'on appelle la stratégie politique. Parce qu'ils sont en pré-campagne. Et donc, je voudrais, avant toute chose, avant de répondre à votre question, parler un peu en quelque sorte de ce pays que les gens ont souvent tendance à analyser ou à parler avec beaucoup de légèreté. Il faut savoir que le Cameroun, c'est un grand pays, quand même. Parce que du point de vue géopolitique, le Cameroun est quand même un pays qui a une position stratégique dans le golfe de Guinée, un pays qui a une position de leadership, même si aujourd'hui les chiffres peuvent contredire ce que je dis, dans la région, un pays qui a connu 3 colonisateurs, notamment la Grande-Bretagne, si vous voulez l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Un pays qui est riche en ressources naturelles, les minerais, le sol fertile, un pays qui a une diversité
au niveau du climat, une diversité ethnique. Et donc de ce point de vue, ce sont des éléments, ce sont des attraits qui permettent au Cameroun d'avoir une position assez importante dans le monde et donc qui attire beaucoup de curiosité. Voilà pourquoi cette élection est tellement scrutée par l'opinion nationale et internationale au regard de la hauteur du Cameroun. Donc ce qu'il faut savoir, c'est regarde la hauteur du Cameroun, pas du président, non, de la je parle pas du président, je parle du régime, non, ainsi de suite. Je suis en train d'en venir. Ma démarche, écoutez bien ma démarche. J'aime être méthodologique dans mes approches, pour qu'on puisse bien me comprendre. Donc c'est un pays qui a connu quand même les 10 années glorieuses, 75, 85. Un pays qui a connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'instabilité. Le régime Amadou Ahidjo, le régime Paul Biya, ça n'a pas été facile, avec le coup d'État manqué de 84, je crois. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que celui qui s'apprête à diriger le Cameroun pour les 7 prochaines années s'apprête à diriger un pays extrêmement compliqué, complexe même s'il faut le dire. Et le problème avec le président Paul Biya n'est pas sa candidature, c'est pas ça qui m'intéresse. Fait tout un débat autour de la candidature d'un individu qui remplit les conditions. Parce que moi j'ai dit, il est candidat, il a le droit absolu d'être candidat comme tous les autres. Donc cela ne doit pas faire l'objet d'un débat. Le débat qui, pour moi, est intéressant, c'est est-ce qu'au regard du bilan du président de la République, après 43 ans, est-ce que sa candidature est crédible? Est-ce que sa candidature n'est pas du tout défavorable pour le régime? Mais tout cela fait partie des questionnements justement autour de sa candidature. Oui, mais parce que je me base sur votre question. Est-ce que ce n'est pas une candidature de trop? Je voudrais plutôt qu'on demande si ce n'est pas une candidature crédible. Et moi, je crois que nous, les jeunes, parce que j'appartiens à cette génération 2.0, nous, les jeunes, on pense qu'après avoir pris un peu de recul par rapport à la scène politique camerounaise, on pense qu'il y a mieux pour diriger le Cameroun. C'est pas le jeune qui doit diriger le Cameroun, c'est la personne compétente, la personne expérimentée, la personne qui a de l'expérience. Et je crois qu'au Cameroun, on en a tellement parce que le Cameroun est un pays riche en ressources humaines. Et donc, de penser qu'après 43 ans, il n'y a personne qui peut diriger le Cameroun, c'est un peu absurde et pour moi, c'est un peu exagéré. Maintenant, si le président de la République a, avec son équipe, a certainement des arguments suffisant parce qu'on part dans un marché politique où chacun vient avec ses arguments, chacun vient avec ses projets politiques pour vendre sur un marché qui s'appelle le marché politique. Et c'est à eux de nous convaincre et de nous dire si après 43 ans, est-ce qu'on devrait encore faire confiance à leur candidat qui est le candidat naturel du RDPC. Voilà le président Paul Biya qui a promis de mettre l'accent sur la condition de la femme et des jeunes. On aura l'occasion de parcourir le document publié sur les réseaux sociaux qui annonce justement la candidature du président Paul Biya. Pépin Bikaï, l'honorable Maud disait tout à l'heure que c'est sans surprise la sortie du président de la République. Sans surprise également de votre analyse quand on sait que depuis le début de l'année, on a sur les comptes du président de la République des messages qui interpellent particulièrement les Camerounais au regard de tout ce qui s'est passé au sein du RDPC. Ce que certains ont appelé brouille ou contradiction. Est-ce que effectivement il fallait s'attendre aujourd'hui ou hier à la sortie du président Paul Biya qui dit qu'il sera candidat et qui promet de meilleurs jours aux Camerounais? Je pense que l'analyse du député Samuel Motte est tout à fait normale, compte tenu de sa posture et de son statut de cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais au sein de l'opinion, lorsqu'on veut faire des analyses, on se rend compte que Patrice a essayé d'expliquer ça comme il a voulu, mais il n'est pas arrivé au bout. La candidature du président de la République pour un 8e mandat à 92 ans est une candidature gênante. Elle est d'autant plus gênante qu'à l'intérieur de son appareil politique, on a vu le déploiement médiatique du jeune Léon Teller Onana. On ne peut pas balayer d'un revers de la main tous les arguments de droit et des articles qu'il a convoqués pour pouvoir justifier le fait que la structure politique qu'est le ADPC a maille à partir, parce qu'on a quand même un parti qui n'a pas tenu un congrès depuis 14 ans. 14 ans, c'est assez exagéré. On sort d'un bilan où le président de la République
n'a pratiquement pas tenu un conseil ministériel depuis plusieurs années. On a un appareil gouvernemental qui est bloqué depuis le dernier événement du 4 janvier 2019. Ça veut dire que depuis 2019, ça fait 6 ans, au sein de l'appareil politique du RDPC, on n'a pas pu dégager d'autres compétences de nature à remplacer celles qui existent là et dont la plupart des Camerounais estimaient qu'ils ne font pas le job escompté, le job pour lequel ils ont été nommés. Et là, c'est l'opinion qui le dit. À l'intérieur du RDPC, Patrick l'a dit tout à l'heure, il y a de très grosses compétences. Mais parfois, ces grosses compétences sont liées à ce qu'on appelle la discipline du parti. C'est-à-dire chacun reste sur son couloir et bénéficie des privilèges qui lui conviennent, sans toutefois essayer d'animer de manière intellectuelle la vie du parti. Et c'est ce qu'a fait Léon Onana. Quel que soit le cas, Léon a posé un débat. Le débat ne concernait pas seulement l'opinion publique camerounaise, mais le débat concernait également l'ensemble des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour moi, l'élection du 12 octobre 2025 est un référendum. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il est question de dire, de poser la question aux Camerounais, est-ce qu'on est d'accord de ce système qui nous a été servi pendant le mandat qui est passé? C'est là ce qu'on peut faire. Parce qu'on a vu très simplement que la délégation permanente de pouvoir que le président a accordée au secrétaire général de la présidence de la République, en l'érigeant au poste de ministre d'État, a énormément paralysé la mécanique fonctionnelle du gouvernement. À l'intérieur de cette technostructure, il y a eu des mésententes qui sont parfois arrivées au clash. Le dernier en date, c'est cette cacophonie qui a entouré la dernière communication des deux éminents collaborateurs du président de la République. Parce que, bon, même s'il n'y a pas eu clash. Non, en fait, quel qu'en soit les cas, dans la communication. Vous n'appelez pas ça quand même analyse politique, on voit véritablement que c'est un clash. Parce que le ministre Sadi est porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, ancien secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est ancien, pas actuel. En fait, je dis ancien secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce sont les états de service. Ça pèse avant et ça pèse après pour des individus. Donc quand il prend la parole au nom de la technostructure étatique, il n'est pas dans du balbutiement. Mais s'il est raboué, moins de 24 heures après cette prise de parole, quel qu'en soit les cas, c'est un malaise au sein de l'opinion. S'ensuit les consultations que certains ont qualifiées de consultations tribalistes, puisque c'était segmenté par région. Or, le parti souffre d'un problème fondamental, le manque du congrès depuis 14 ans. C'est un congrès qui peut également être convoqué pour 2 heures, puisqu'on a pu consulter l'ensemble de l'élite parlementaire et ministérielle pour quelques heures. Donc, on dit qu'on peut rassembler tout ce beau monde au palais de congrès, qui est le siège parallèlement du parti, pour 2 heures, pour donner les grandes lignes, les grandes orientations que le parti doit adopter et forcément que la nation devra adopter. Ça n'a pas été fait depuis 14 ans. Mais le parti a trouvé du temps pour essayer de consulter les gens. Et puis à la fin, c'était le grand alléluia, le président doit se représenter. Non. Je dis, et puis pour un Cameroun qui doit redécoller, le président aurait pu forcément abdiguer, préparer un successeur à l'intérieur de son appareil politique pour permettre, ou bien pour être en droite ligne de tout l'ensemble de ses discours. J'ai encore en mémoire son discours bilan à la nation de 2013. Pour moi, c'est l'un des meilleurs discours qui résume un peu l'approche managériale du président de la République. Mais cette candidature de 2025, pour moi, elle est un peu en porte-à-faux par rapport au texte organique même du RDPC, mais par rapport à la vie de la nation. Parce qu'en réalité, le monde, lui, il est en pleine évolution. Le monde, lui, il est un monde aux enjeux, aux défis, que seules les personnes les plus valides, seules les personnes les plus disponibles, seules les personnes les plus proches des réalités du peuple peuvent aspirer à pouvoir résoudre. Le président, pour dire la vérité, sa candidature est une candidature qui gêne au sein de l'opinion, même au sein du RDPC, même s'ils n'ont pas le courage public de dire au président de la République, on aurait pu par exemple préparer ta retraite et parallèlement travailler sur une nouvelle relève. Et Samuel Moutre, c'est un expert comptable. Mais quand on cite Samuel Moutre, c'est parce qu'il est sur le plateau. Mais le RDPC regorge des gars hyper compétents,
capable de pouvoir prendre la relève du travail abattu depuis 43 ans du président de la République. Ça c'est connu. Moula Ediani, selon l'analyse de Pépin Bika, il y a déjà beaucoup de problèmes observés, ou bien beaucoup de manquements, voilà, observés au sein du RDPC, qui auraient tout de même amené le président de la République à se retirer et peut-être mettre en avant quelqu'un d'autre. Si on revient un peu sur l'annonce de candidature de 2018, le président Paul Biya avait annoncé qu'il consacrait son mandat à faire du Cameroun un pays plus uni, stable, ainsi de suite. Cette année, il dit qu'il reste déterminé à servir, à poursuivre sa mission. Il pense aux jeunes, il pense aux enfants, mais quand on se souvient de la stabilité annoncée un peu plus tôt et quand on regarde la situation de certaines régions du pays, est-ce que le président Paul Biya ne fait pas un peu une fuite en avant de votre interprétation? Thank you very much for your question. I would like to first of all start by saying that the greatness of a state is a constructive and dynamic logic in which the state and its people do work upon from the internal perspective and the external perspective. This is what determines the greatness of a state. When it comes to declaring a candidacy, political actors will often play as to what they have done on the ground. When I heard the Honorable talking, I think it's an error to make us understand that it is not a surprise to them. Because the President of the Republic, if we should take from 2018 till now, has almost nothing to tell Cameroonians. He has nothing. If the president was certain that Cameroonians want him to be president, he would have told us ere long. There would have been signs on the ground from the president to tell us, I will be candidate again, and not now. Even his party is not certain. Do you see the announcement of his candidacy? On Facebook, a letter which is not signed by the President of the Republic. For those who know President Biya, how can the President make a declaration of candidature without signing it? He's somebody who has, the Frenchman says, he has a fine attitude in how he does his things. Do you see the picture on his candidature? I'm sure with this picture, it was about 15 years ago or 20 years. These mistakes will not be made for somebody who is certain to run again for elections. There are things we don't do. In a democracy, leaders, those mandated, are accountable to the people, not to himself. Honorable, it is not the president's choice to determine how he should do it, because he is accountable to the people who can renew or not his mandate. If we should take this, you can see the game, what is happening at the Unity Palace, where the Secretary General, who has an administrative and a public position, he is the one convening a strategic meeting for the CPDM party at the presidency. Mais il le fait au nom du président de la République. It is not his function. Read the law defining the position or the role of the Secretary General at the presidency. It's not his role. The CPDM party has a seat. His lieutenants were the ones responsible to do consultation talks, not at the presidency. The presidency is for Cameroonians, not for the CPGM party. President Biya 20 years ago will not do this. For those who know him, he will not do this. It is not done like this. So even the situation between Minister René Sadi and the Minister of Higher Education is a very poor image. The Minister of Higher Education, member of the political bureau of the CPDM party,
is unable to tell us he has seen the president. On RFI, the question was posed. Avez-vous vu le président de la République? And he said what? I cannot answer to this question. It's a clear indication that they cannot meet with the president. He is not there. Par conséquent, cette candidature ne viendrait pas de lui. When you take his allies, is it Minister Issa Chuma? Is it Minister Belogba Maigari? They cannot meet with the president. The president is absent. So there wasn't any certainty as to his candidature. If you should look at all of these issues, where is the political offer? The President of the Republic comes to tell us he is candidate. What has he done for the past 7 years? Mais il dit surtout qu'il a répondu à l'appel des Camerounais, des 10 régions et de la diaspora. Donc c'est pas une démarche qui vient de lui personnellement. Il répond aux Camerounais qui, dans leur ensemble, selon le texte, ont voulu qu'il se représente. First of all, said this text is not signed. This declaration is not signed. So we can pose questions if he's the one who told us he wants to be candidate. But the president, no, it is not signed. No, it is not signed. It is not signed. From an administrative perspective, it does not function. Honorable, laissez-moi développer mon analyse. Vous comprenez un peu? Si vous connaissez le président de la République, c'est un homme fin, c'est un homme diplomatique, c'est un homme qui respecte the basic administrative rules. So his position today as candidate was something they have been playing with. And if you should take his age, the President of the Republic is 92 years, for God's sake. My grandfather is 100 years. I know what it means to be old. He does not have the necessary capacity to be the locomotive of Cameroon. The President of the Republic is a personality, is an engine, is a locomotive pulling wagons. He does not have that insight at his age. It's natural. I intend to be older than him, but at his age, the President does not have what it takes to lead Cameroon, for Cameroonians to follow him. The President is supposed to be, he's a patriarch. The President is supposed to be somewhere to advise Cameroonians, to pray for this country that has given him everything, and not telling us that he's ready to save us again. My grandfather does not save me. I save him. Mais au sein du RDPC, il est dit, parler de l'âge du président de la République, c'est l'argument des faibles quand même. Parce que nous ne sommes pas égaux face à la génétique. Nous ne sommes pas égaux par rapport à un certain nombre de valeurs, même si en droit et en devoir, nous naissons égaux. Pourquoi est-ce que cet argument aux fascistes là revient tout le temps? De la même façon, il pourrait également dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une dame à la tête de la nation. C'est un argument aux fascistes. Il n'y a pas besoin d'avoir un garçon de moins de 35 ans, bon là c'est peut-être la loi, de moins de 50 ans comme président de la République. Là on est sur le fasciste. C'est quoi cette considération-là aux fascistes? Ça n'a pas d'importance. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le président Paul Biya, dans sa démarche, a montré plus ou moins des signes de faiblesse ou d'affaiblissement? Parce qu'il est de moins en moins présent, les Camerounais le cherchent. C'est vous qui les jugez, d'ailleurs, Bikaya... Comment ne pas les juger? Attendez, c'est vous qui les jugez, d'ailleurs, Bikaya enfonce le quoi en disant qu'il aurait dû abdiquer. Nous ne sommes pas dans une monarchie. On a tout l'air, réellement. Non. On a tout l'air. Le président Paul Biya... Le monde n'est pas une absurdité. On a tout l'air d'être la monarchie. Non, attendez. Et j'ai l'habitude de l'appeler... Je vous ai supporté pendant longtemps. Une monarchie républicaine. Laissez tomber. En réalité, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est que le débat public est tellement clivant que je pense qu'il faut être pondéré, modéré, pour pouvoir au moins arriver à des désaccords acceptables.
ce n'est pas acceptable de dire que quelqu'un est disqualifié pour telle ou telle raison qui ne sort pas de la loi. Et je peux vous assurer que de par le monde, tout le monde s'interroge aujourd'hui sur le concept de la limitation des mandats. Trump ferait bien 4 mandats s'il pouvait passer à travers les mailles de filet. De la même façon qu'après l'avoir limité en France, Sarkozy en était arrivé à dire mais c'est quand même si peu de faire un mandat de 5 ans et peut-être un autre mandat de 5 ans, on n'aura pas suffisamment influencé les gens. Nous parlons seulement de pouvoir. Et au Cameroun, lorsqu'on vous parle de pouvoir, il y a un vous diront de se prendre de la République, forcément oppressant. Le pouvoir, dans sa définition primaire, c'est cette capacité-là que nous avons à agir. Cette capacité que nous avons à agir. Et si je vais encore à un niveau supérieur, je dirais également c'est cette capacité-là que nous avons à poser de l'influence dans l'environnement qui est le nôtre. Qui de nous sur le plateau est en mesure de dire je peux me départir de ma capacité à agir au profit de quelqu'un d'autre? Vous? Non. À la limite, vous avez une motricité, c'est une capacité que vous avez à agir, vous déplacer librement. Vous n'allez pas renoncer assez facilement à votre capacité, à votre motricité que la nature vous a donnée au profit d'un paralytique, par exemple. Ce serait bien qu'on le fasse. Mais la notion de pouvoir est accolée à cela. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il est oppressant. Et c'est pour cette raison-là qu'en réalité, tout ce dont on a besoin là-dedans, c'est une forme d'encadrement pour faire en sorte que ce gouvernement-là, ce pouvoir-là puisse être utilisé efficacement au profit de la communauté entière. Et d'ailleurs, Lord Aston disait, le pouvoir, quand il n'est pas bien encadré, il peut corrompre. Et il continue en disant, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et donc, dans ce cas de figure-là, ce dont nous avons besoin dans la société, c'est des encadrements pour que le pouvoir ne corrompe pas l'individu et qui ne débouche pas sur un pouvoir absolu qui absolument va corrompre. Dans le cas d'espèce du Cameroun, nous ne sommes pas dans un pouvoir absolu. Et donc nous avons tous les artifices du monde pour pouvoir dire qu'en réalité, lorsqu'on a envie de stopper quelque chose, on le stoppera par les voies légaux qui sont définies par la loi. L'âge ne fait pas partie de ces instruments-là, tout au moins en l'état actuel de notre législature. Demain ou après-demain, on pourra le mettre dans notre code de conduite, de bonne conduite, en disant qu'à partir de 50 ans, on pense que vous êtes suffisamment usé. Mais je voudrais également que vous reteniez que par rapport à cette capacité-là à dire je peux me porter au service des citoyens, quand je dis je n'ai pas été étonné, nous n'avons pas été étonnés, c'est parce que nous savons qu'il a suffisamment de l'énergie pour pouvoir le faire. Et cette énergie-là n'est pas nécessairement la forme d'énergie que vous envisagez. Il a donc tout le loisir de dire que je suis candidat. Je voudrais également dire qu'en réalité, parmi les instruments que l'on nous donne, c'est le cadre effectivement de ce débat que nous faisons. Admettez Soufré qu'il puisse être candidat. Apportez-lui les arguments nécessaires qui ont tendance à démontrer qu'en réalité, il a été un mauvais président. Voilà notre cadre légal aujourd'hui. Apaisantons-nous là-dessus pour pouvoir dire argument contre argument, on va le mettre en minorité pour pouvoir dire qu'en réalité, ça a été un très mauvais président pour nous et donc on doit le changer. Aussi longtemps que vous n'aurez pas en mesure de la porter cette preuve-là, vous vous soumettrez à la voix populaire, à la majorité populaire pour pouvoir dire tout compte fait. Tout compte fait, nous avons pensé qu'il n'était pas aussi bon président que cela, mais si la majorité en a décidé autrement, la République en ira ainsi. Mais c'est le peuple qui décide. Et si le peuple aujourd'hui n'est pas convaincu ou n'est plus convaincu? C'est le pari que nous prenons en présentant une candidature. Parce que le peuple, pour le moment, ne voit pas un bilan des plus élogieux. Ou alors il y a un bilan, puisque dans son texte, il parle des résultats qui sont visibles, qui sont appréciables, qui sont là. Où sont ces résultats? Une candidature, c'est par essence un pari que vous prenez en disant que vous allez convaincre la majorité des électeurs. Un pari. Et dans le cas de ce qui est considéré, qui est demandé au RDPC, c'est d'apporter des éléments concrets de notre vie quotidienne qui ont tendance à penser qu'entre 1982 et 2025 aujourd'hui, il y a eu quand même des évolutions positives.
Après, maintenant, loisir leur est donné de dire qu'en réalité, non, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas bon du tout. Nous pensons que nous aurions pu faire mieux. Mais encore une dernière fois, je souhaiterais que l'on sorte, c'est le seul domaine ici là où j'ai été plus ou moins écorché, que l'on sorte de cette définition-là de la candidature au fasciste. Une fois qu'on est sorti de là, tout le reste est débattable. Par ailleurs également, quand j'entends les gens dire ils n'ont rien fait du tout, Claude Maillot, j'attends la campagne présidentielle pour pouvoir dire en réalité nous discutons de quoi. Parce qu'au Cameroun, en réalité, on en est à ce niveau de débat là qui consiste à dire on se jette des colibets sur la figure. Ah non, vous êtes d'une incompétence totale. Est-ce que dans votre parcours personnel, Claude Maillot, vous avez des éléments, des indicateurs qui me laissent penser que vous aurez été plus puissant que l'autre? Vous aurez été plus performant que l'autre? Non, pas du tout. Dans le cadre de l'élection présidentielle, normalement, ça devait compter. Quand les gens se mettent entre eux pour pouvoir dire, mais finalement, vous êtes trop corrompus. Est-ce que dans leur parcours personnel, ils ont fait preuve d'une intégrité totale? Non. Et c'est pour cette raison-là que l'ensemble de ces éléments-là, que nous avons tolérés jusqu'ici, auront tendance à disparaître. Mais les Camerounais ont le droit de demander des comptes. Ce sont quand même leurs voix qui ont permis au président d'être là. Madame Maillot, oui. Les gens qui le disent, ce n'est pas certainement la majorité. Vous pouvez également admettre que dans le cas d'une démocratie, qu'il y ait quand même des gens à la marge qui disent on n'est pas content. On ne peut pas être... Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que la démocratie a été inventée. Sauf que ceux qui disent qu'ils ne sont pas contents sont la plupart du temps taxés d'opposants. Mais on a le droit d'être... On a également le droit... Madame Maillot, on a le droit également d'être opposant. On ne doit pas avoir honte d'être opposant. Sauf qu'être opposant, parfois, est assimilé à être bandit. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Lorsque vous dites ce que vous pensez, ou bien lorsque vous donnez votre position, vous dites que vous voyez cette table transparente. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Peut-être pas vous, honorable. C'est pas mon cas, ce n'est pas également le cas de l'idée que nous faisons de la démocratie à l'intérieur du RDPC, mais il n'en reste pas moins que les gens qui ont tendance très souvent à critiquer, ils n'acceptent pas absolument qu'on leur renvoie sur la figure un petit élément de critique. Je suis en divergence aujourd'hui avec un certain nombre de militants d'un parti que je ne nommerai pas ici parce qu'ils ne sont pas présents sur le plateau. C'est vraiment parce qu'un jour, je leur ai dit, mais écoutez, vous dites, vous aurez mieux géré le Cameroun plus efficacement que quiconque. Je note quand même que vous avez été dans l'incapacité de vous occuper d'un vieillard. Ah, comment tu peux nous dire ça? Ah oui, ils ont une crise interne aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu gérer un vieillard. Et ce n'est pas à hauteur du Cameroun. Et donc, pour cette raison-là, effectivement, moi, je suis tout à fait content. À la limite, cette histoire de limitation d'âge, ça apparaîtra de manière accessoire. Le moment venu, vous allez voir et on va vous apporter, vous annoncer la preuve de ce que, entre 1982 et 2025, nous avons augmenté, nous avons eu des améliorations dans tous les secteurs de la vie courante. Patrice Kadji, l'honorable Maud nous amène un peu loin en 82. Commençons par 2018, puisque c'est ce 8e mandat qui s'achève et pour lequel on demande au président de la République de rendre compte, de faire son bilan. Aujourd'hui, il pense aux jeunes, aux femmes. Il y a quelques mois, on était ici sur le plateau pour une émission spéciale consacrée à son discours, à son adresse à la jeunesse camerounaise. Est-ce qu'aujourd'hui, et vous y avez pris part, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes dans leur ensemble, ou bien certains, sont plus ou moins contents du président de la République quand on voit les réactions, quand on voit l'engouement observé lors de l'opération d'inscription sur les listes électorales avec des messages de ces jeunes, des réactions de ces jeunes qui veulent absolument le changement qui passera par un nouveau président de la République? Écoutez, moi je veux un peu rejoindre l'honorable sur certains points. Déjà pour dire que du point de vue de la loi, du point de vue de la légalité, le président sortant a le droit de se présenter à cette élection. Parce qu'il n'y a pas de nomination d'âge. Voilà. Et je pense qu'il a dit, et c'est clair, alors on n'a pas besoin de faire un débat là-dessus. Et voilà pourquoi vous allez finir par me rejoindre en disant, est-ce qu'il est crédible? Est-ce que sa candidature est crédible au regard du bilan? Et vous savez, moi je dis toujours, le renouvellement de la classe politique ne consiste pas uniquement à changer les vieux par les jeunes, mais à changer, pour moi, l'immoralité par la moralité, à changer la malhonnêteté par l'honnêteté, à changer
la traîtrise par l'intégrité, voilà exactement en quoi consiste le changement ou le renouvellement de la classe politique. Et l'élection est une rencontre entre un candidat et le peuple, et non entre les candidats. Parce que souvent l'erreur, la confusion qui est créée dans notre environnement politique, c'est la rencontre entre le candidat et le peuple. Et l'un des principes de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, l'expression de la souveraineté du peuple. Est-ce qu'à l'état actuel, ce peuple fera confiance au président sortant? Ça, c'est la question. Et cette question, justement, rejoint ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le candidat est crédible? Vous parlez de bilan de 2018 jusqu'ici. Je voudrais rappeler à mon cher aîné, et c'est comme un plaidoyer que je fais à l'endroit de mon cher aîné, c'est que quand vous prenez 2020, 23 000 jeunes ont immigré. 23 000 Camerounais ont immigré. Monsieur Samuel, permettez-moi. 23 000 jeunes. 23 000 jeunes Camerounais qualifiés. Le Cameroun a perdu 23 000 jeunes qualifiés. Et ça, c'est un chiffre donné par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui s'inspirait du chiffre de l'Organisation internationale du travail. 23 000 jeunes. Et exprimé à 2,2% de la jeunesse, vous voulez, de la population active. La jeunesse active, qualifiée, active. De janvier à avril 2024, le Cameroun a connu 6 000 jeunes qui ont migré vers le Canada. Je pense que c'est l'une des déclarations du président du GICAM, Groupement interpartenarial du Cameroun. Et donc, c'est mon ami, je connais, voilà. C'est Satanas idéologique. Mais non, mais c'est ça même, je pense que c'est... Bon, ce sont des données. Allez-y, ce sont des chiffres, ce sont des données publiques. Ce sont les chiffres. Donc je pense que ce sont des jeunes, ce ne sont pas des jeunes qui partent. Qui sont partis. Et s'il vous plaît, je pense qu'il faut le dire. La jeunesse, c'est la moitié de la population camerounaise. C'est-à-dire la moitié de la population. Sauf que parmi ces jeunes, il y en a qui travaillaient déjà, qui ont décidé de démissionner et partir. Est-ce que vous savez que le tout n'est pas de travailler? Vous allez chuter parce que... Oui, permettez-moi. Oui. Le tout n'est pas de travailler, mais d'être en sécurité. Le Cameroun est le seul pays où vous avez un emploi aujourd'hui, demain vous mettre à la porte. On ne respecte pas vos droits. Où est-ce que vous savez ça? Allez en Europe. Non, je vous dis que le tout n'est pas de travailler. Bon, de là à dire que c'est le seul, c'est quand même... Non, je dis l'un des rares pays dans le monde entier où... Non, l'un des rares pays dans le monde entier où... Oui, c'est mieux. Ok, permettez, je rectifie. J'ai tout à l'heure dit que le Cameroun, c'est un grand pays. Donc vous comprenez que c'est un pays que j'aime. J'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois du Cameroun, mais je suis revenu parce que c'est mon pays, je l'aime beaucoup. Mais je dis, le tout n'est pas de travailler, mais d'être en sécurité. Lorsque vous travaillez, vous avez des conditions qui vous permettent de jouir de votre travail et de ne pas avoir l'impression qu'à tout moment, pour vous mettre à la porte parce qu'on ne respecte pas vos droits. Voilà la question. Et j'ai évoqué ce chiffre tout à l'heure pour dire, est-ce que ces jeunes qui sont partis juste pour rien? Ou parce qu'il fallait juste absolument... Ils sont partis, bien sûr, parce qu'il y a un malaise. Parce qu'il y a un malaise observé. Voilà, Izani voulait réagir tout à l'heure. Je chute, permettez-moi, en 2 secondes. Je chute en disant ceci, les Camerounais de 2018 ne sont pas les Camerounais de 2025. Et à eux de faire le choix. Permettez qu'il réagisse. C'était sur la position de l'honorable Maud par rapport à l'âge du président de la République. Certains estiment qu'à 92 ans, briguer un 8e mandat pour se retrouver à 99 ans à la tête du pays, c'est quand même trop. En fait, je voulais juste faire comprendre aux députés que l'âge du président de la République ne peut pas être balayé d'une main de réveil comme ça. Vous comprenez un peu? Dans la candidature, il y a un candidat. Il a dit le pouvoir, c'est d'agir. Mais le pouvoir, ce n'est pas seulement d'agir, mais c'est également de faire agir. Vous comprenez? Si vous comprenez donc ça, qu'est-ce que vous allez nous expliquer? Non, laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous avez une tendance de vouloir... Et ce n'est pas bien. Comprenez ceci. Donc, le pouvoir, c'est d'agir et de faire agir. Quand vous regardez, par exemple, le gouvernement, entre 2018 et 2025, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous expliquer avec les autres instructions? Où un ministre peut dire au secrétaire général,
que est-ce que les autres instructions là, c'est vrai ou pas. Ou un acteur privé, entre guillemets, peut dire à un ministre, j'ai aussi les autres instructions de l'État. Un président, quand, comme je l'ai dit, la candidature, il y a un candidat avec l'âge. C'est difficile d'être actif. C'est difficile d'être cette locomotive. Le président, peut-être, si on peut pousser 20 ans en arrière, on ne pouvait pas voir un individu qui dit à son ministre que j'ai aussi des autres instructions. Ou on peut contester la signature ou les autres instructions du président de la République. C'est un problème fondamental. Et ça, c'est à cause de l'âge. C'est l'âge. C'est très normal. Nous ne sommes pas sur nous ne sommes pas dans un débat où nous disons que son âge ne lui permet pas d'être candidat. Mais la capacité d'être cette locomotive, on ne peut pas l'affirmer qu'il peut le faire. Donc pour son honneur, il aurait pu se retirer. Se retirer. Vous comprenez, quand on parle du président Biden aux États-Unis, il est parti parce qu'il ne pouvait plus. L'âge pèse, c'est normal. On l'a poussé. Et la personne après s'est fait laminer. Il faut dire ça aussi. Il a la capacité physique. Et ce n'est pas pour rien que même dans la Constitution, si on peut être empêché de ne pas exercer le pouvoir, on peut retirer le président à côté. C'est très normal. Donc, I think the Honorable is trying to play a game. Take Cameroon with the security situation in Cameroon. The security situation in Cameroon is alarming. When you walk, you are careful. It is because the president is not active. Ça nous ramène à la question du bilan. Et des promesses annoncées à assurer la sécurité des Camerounais. Obviously, they will say Cameroonians will vote. Obviously, we are in a country whereby the critical mass, when it comes to political emancipation, is excessively low. We have a population of about 30 million, and we are still to have 8 million registered voters. If you should go back to 2018 elections, just about 3 million people voted. In Cameroon, equally, election is not an obligation; it's facultative. Now, it is equally an opportunity for the system in place to exploit these loopholes. And the President of the Republic will come and is elected with 1 million something votes. What is the legitimacy of such an election? Mais les données pourraient changer cette année puisqu'on a 2 millions de plus d'inscrits, contrairement à 2018 où on était à 6 millions, même s'il y a eu 3 millions qui n'ont pas voté. Pépin Bikaï, vous vouliez réagir? Oui, je veux dire que, en fait, j'ai en mémoire deux tableaux. Le premier tableau, c'est le titre de l'ouvrage de l'un de vos défenseurs, autant pour moi, dans le métier du journalisme, écrivain journaliste, Adolphe Papin-Doumbé, de regretter mémoire, UP6, parallèlement, qui a écrit un livre en 1984 intitulé « Pour le Cameroun, je porte plainte ». J'ai peur qu'on soit dans une logique générationnelle où de nombreux Camerounais de notre génération d'après porteraient plainte à ceux qui sont là maintenant. C'est-à-dire pour leur capacité à ne pas pouvoir faire une fixation sur la réalité du Cameroun. L'autre tableau, image que je voulais évoquer, pour justement justifier cette situation, c'est un fait biblique. L'histoire entre Jésus et Simon-Pierre. Où Pierre disait à Jésus, « Jésus, je t'aime ». Jésus, en insistant, a dit, « Le corps n'aura pas chanté 3 fois, que tu m'auras renié ». On est exactement dans la même posture, où le président de la République a de nombreux collaborateurs qui ne peuvent pas lui dire la vérité, en lui demandant de se retirer pour pouvoir préparer une série d'autres acteurs camerounais qui pourraient être capables de pouvoir prendre la relève. Mais le chef de l'État a démontré qu'il n'écoute pas ses collaborateurs, mais les Camerounais que nous sommes. Peut-être également c'est une faiblesse, tout comme la méthodologie communicationnelle des acteurs actuels qui entourent le chef de l'État, il laisse énormément de faiblesses. La communication choisie par ceux qui sont là présentement a énormément de faiblesses en termes d'image, en termes de posture, en termes de symboles, en termes de sémantique.
Et là, ce n'est pas le professeur Jacques Famdongo qui me le dira, qui me démentira. Autre chose, l'honorable l'a dit tout à l'heure, on ne fait pas une fixation peut-être sur l'honorable, mais quels qu'en soient les cas, il faut essayer un peu de travailler sur un certain nombre de données statistiques. On a hérité d'une constitution de 1996, du 18 janvier 1996, qui a été modifiée en 2008. Patrick l'a dit tout à l'heure, en présentant la position géostratégique du Cameroun au niveau du Golfe de Guinée, mais par là, au niveau mondial. Mais nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir un système électoral présidentiel à un tour, où on peut être élu avec 5%. Parce que c'est un tour. Je peux être élu président de la République avec 5%. Mais ça ne s'est jamais produit. En fait, je peux être élu président de la République avec 5%. Ouais, c'est vrai. J'ai dit, je peux être élu président de la République avec 5%. Bon. Non, excusez un peu. Il souffle vraiment que... Souffle aussi de l'écouter. On est sur la démocratie, donc... On ne le voit pas, mais je peux être élu président de la République avec 5%. Tout comme le président Biya peut être élu président de la République avec 5%. Parce que c'est un système électoral à un tour. Et nous sommes l'un des rares pays au monde à adopter, à avoir encore cette péréquation dans notre système électoral. Et là, c'est également à mettre dans cette confiscation. Parce que moi, je ne veux pas un débat juridique. Si on est dans le débat juridique, dont l'honorable, et puis c'est pas un intellectuel, il sait pourquoi il nous entraîne dans le débat juridique. Sur le plan juridique, il balaie tous les arguments que les uns et les autres peuvent mettre sur la table. Lié à l'âge, aux règles, aux droits, mais également, d'autres peuvent dire que ces lois et ces règles sont taillées sur mesure pour que Honorable tienne ce discours sur cette table. Mais à un moment aussi de la vie de la nation, on peut interroger le social, on peut interroger l'éthique même. Sauf si on me dit qu'en politique, la politique est dénouée de toute éthique et que la politique serait une jungle. La démocratie, la notion de la majorité. Mais qu'est-ce que vous faites de la minorité silencieuse? Elle n'existe pas. Elle doit subir. Elle ne doit pas subir. On ne doit pas tenir compte de ses aspirations. Et je vais retomber par là. C'est cette majorité silencieuse qui crée l'incivisme et le désordre. Nos villes en sont une parfaite illustration où les populations ne se retrouvent pas dans les mécanismes organisationnels de la gouvernance. Donc, honorable, pour cette élection 2025, nous avons hérité d'un système électoral qui est à parfaire. Pour un pays comme le Cameroun, nous méritons... Mais ce n'est pas pour demain, mais ce n'est pas pour demain. Le système électoral est à refaire, il faut je peux être élu avec 5% des intentions de vote. Et ce n'est pas manquer de légitimité. Il faut qu'on comprenne bien. Même si c'est pour demain, il y a des aspects qu'on va changer. Madame Mayo, à condition que ça corresponde à une séquence républicaine, on prendrait bien. Ce que j'appelle par séquence républicaine, c'est que là, 2025, on va élire un président, il y aura une majorité qui va se dégager. La minorité, contrairement à ce qu'il est en train de dire, voudra bien faire bon gré, mal gré, conformément à ce que la majorité veut. Aurait voulu. Non, veut, ce que la majorité veut. Et à ce moment-là, il rendra dans le corps social pour pouvoir dire, je ne me suis pas fait entendre cette fois-ci. Il faudra que 7 ans plus tard, qu'il soit majoritaire, et à ce moment-là, je vais vous faire partager les lumières qui sont les miennes. Je mettrai bien de côté tous les éléments juridiques que vous voulez évoquer tout à l'heure, pour revenir sur la crédibilité. Et là, il dit, le système électoral camerounais est une logique de confiscation de pouvoir. Je confirme. C'est tout à fait le contraire. Et c'est un problème de compréhension et peut-être même un problème d'éducation, mais il va se sentir insulté. C'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. Voilà, ce n'est pas une invention camerounaise. La 4e République a voté à un tour. Avant qu'on ne passe à la 5e République, on vote un vote majoritaire à 2 tours. Un vote à un tour, pour quelle raison? On fait l'état des lieux des pays qui sont au sud du Sahara. Les autres ont seulement progressé, évolué en la matière. Et on se rend compte qu'en réalité, on est organisé autour des communautés. Et chacune de ces communautés-là aura à cœur de dire, je ferai de mon leader communautaire le prochain président de la République. 300 partis politiques. Comment est-ce que dans ces conditions-là, vous faites pour déraciner un parti comme le RDPC, le UNC avant, UC un peu plus avant, qui est enraciné dans le socle social?
Donc, on vous forcera dans une dynamique de construction, de regroupement dès le premier tour. Parce qu'autrement dit, si on vous pousse à vous regrouper dans le premier tour, chacun de ces petits partis-là va dire, je vais gagner à la loterie, c'est moi qui serai au second tour. Et comme je sais qu'on est tous contre le RDPC, les autres seront bien obligés de me supporter. C'est pour ça que l'on crée une élection à un tour. Pas pour favoriser le RDPC. Honorable, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Je voulais tout simplement. Attendez. Ne tiens pas par rapport à l'évolution du monde. Monsieur Mikaï, c'est peut-être la première fois que vous entendez cet argument, mais dans le secret de votre lit, réfléchissez à cela. Mais ça a été fait pour cela. En disant une élection à 2 tours aura pour conséquence l'éparpillement de voix. Donc forcément, ça va être favorable au parti qui est le mieux installé. Et c'est pour ça qu'on demande dès le premier tour de faire des grands blocs. Vous voyez très bien qu'à force de chamaillerie, ils ne feront jamais les grands blocs. Mais c'est vraiment, c'est fait contre les partis. Alors... non, ils ne sont pas ici. Attendez. Honorable, vous avez cité en 30 secondes. Pour le dernier... En 30 secondes. Pour le dernier tour de table. Alors, l'élection est annoncée. Non, le débat... Attendez, oui. Madame Mayo. Et c'est également un problème de l'ordre de la compréhension, parce que tout à l'heure, moi, il y a un argument qu'on devait partager sur le plateau, qui est celui de la crédibilité des arguments. Que j'ai évoqué sur le plateau. Ton argument n'est pas crédible. Les 26 000 jeunes, ils vont à la conquête du monde pour quelle raison? Parce que avant tout, c'est des Camerounais, formés à la bonne école. C'est pourquoi ce n'est qu'au Cameroun qu'on vient les chercher. Même si certains... Attendez, après maintenant... Même si certains se plaignent des conditions de vie. Oh, attendez, mais... Attendez, Madame Mayo. Attendez, Madame Mayo. Ils ne sont pas forcément... Attendez, Madame Mayo. On aura fait faux, ça. Je vous assure. Non. Le Cameroun quitte le pays. J'ai la bataille. Attendez. Permettez-moi, honorable, 20 secondes et on va passer aux autres, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je peux vous assurer que les conditions de vie telles que nous les vivons dans les... Je ne parle pas du Cameroun, dans les pays africains, sont des conditions de vie humaine les mieux améliorées. Après, on peut avoir des difficultés au quotidien. Quand vous voyez comment les gens courent dans les pays occidentaux pour joindre des métros, pour aller au travail, les conditions de vie, c'est le meilleur ici. Après, maintenant, cette appel j'allais dire, pas de là, mais d'aller ailleurs, il existera toujours, l'appel de Venise existera toujours. Et je peux vous assurer que la plupart d'ailleurs des gens qui le font déchantent après. Mais ce que j'ai voulu vous faire comprendre, et ce que lui prend comme étant un handicap pour nous, mais en réalité c'est un signe de succès. C'est l'école camerounaise, à travers les 23 000 que l'on glorifie ici. De la même façon, quand on parle de crédit, Taylor, on n'en est absolument pas crédible. Mais alors, pas du tout dans cette démarche-là. Ça, c'est votre position. Honorable mot, le temps. Je vais terminer là-dessus. Pour pouvoir dire également que là, également, ce n'est pas crédible, la délégation de pouvoir. Elle existe partout ailleurs. Et d'ailleurs, les organisations fonctionnent, performantes fonctionnent sur une délégation de pouvoir. Autrement dit, vous avez une concentration sur le pouvoir entre une personne. Pour terminer là-dessus, les séances de rencontres que nous avons faites avec le RGPR à la présidente de la République, la lettre qui a circulé ne disait pas que nous voulons les parlementaires RDPC. Il n'a pas dit que nous voulons les membres du gouvernement RDPC. Il a dit qu'il reçoit les parlementaires de chaque bloc. Mais l'objet de la rencontre excluait déjà les autres. Non, pas du tout. C'était à eux de se présenter là-bas pour pouvoir dire, mais de quoi est-ce qu'on parle sous les ordres de la République? Comment inviter des parlementaires de partis de l'opposition? C'est un tort que les autres ne sont pas partis à ces rencontres. La République, Paul Biya. On a 1 minute pour Patrice et pour Moula et Gianni. Pour terminer ça? Pour terminer. On est à... Pas 1 minute pour Mikaï. Non. 45 secondes. 45 Le débat est très enrichissant. Je crois qu'on va... On est à quelques
quelques mois de la présidentielle de 2025. Les candidats, il leur reste 10 jours pour le dépôt des candidatures. On a appris cet après-midi aux 17h que les jeunes ont déjà mobilisé les 30 millions du président, 40 millions du président de la République pour le RDPC. Les Camerounais, qu'ils soutiennent le président Paul Biya ou pas, iront aux urnes. Est-ce que cette année, au regard de l'engouement autour de cette élection, on peut s'attendre à une prochaine victoire du RDPC ou alors une défaite, compte tenu de certains indicateurs? Voilà. De toute façon, la candidature du président de la République a fait en sorte que beaucoup d'observateurs pensent que les dés sont pliés. Pourquoi je le dis? On n'a pas pu avoir la réforme du code électoral. L'acteur principal du jeu électoral, ou bien les acteurs principaux qui animent le jeu électoral, notamment Elecam, tous les responsables ont été nommés par le président de la République. Au niveau du conseil... C'est un argument. Au niveau du conseil constitutionnel, oui, le président également de la République a nommé les membres du conseil constitutionnel. On se serait attendu que le président se retire, déverrouille le jeu démocratique et permette en sorte que, pour une fois, le RDPC aille à une compétition et la gagne à la régulière. À l'intérieur de cet appareil-là, un certain nombre de noms circulaient, parmi lesquels le Premier ministre actuel, qui a une carte, qui est un homme politique séduisant. Il y avait également le fils du président de la République, qui est un Camerounais et qui avait le droit, ou alors qui a le droit de pouvoir briguer ce poste-là. Mais quel qu'en soit les cas, un nom comme Samuel Motte ne peut pas être de tort, parce qu'il faut forcément revaloriser les ressources les plus proches. Donc tout est fait. Quand je parle de Samuel Motte, je parle également de plusieurs autres personnes. Donc tout est fait de quel qu'en soit les cas, la candidature de Bello Bouba Marguerite, elle était vraiment un espoir dans l'optique où on aurait un autre candidat du RDPC. Mais dans cette configuration actuelle, le président veut remplir. Mais davantage, je dis aux Camerounais que c'est un véritable référendum. Il faut répondre à la question de savoir, êtes-vous pour qu'on la délégation permanente des pouvoirs, comme on l'a vécu en 2010. C'est notre Denis, est-ce que l'opposition a une chance de renverser le RDPC? Quand on regarde, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas une idée claire des différents candidats, mais est-ce que cette opposition la peut, le moment venu? I think the opposition is still to understand why they are doing opposition. The opposition has no place yet in Cameroon. They don't yet have a place in Cameroon. So the debate, to me, is not what the opposition can do as to this election. They cannot organize themselves. They cannot understand themselves. They have no common front to defeat the CPDM party. But on the other hand, like I said, the President of the Republic, President Paul Biya, has served Cameroon for long. It is time for him to take his retirement from the political scene and allow those who are capable to change our lifestyle. Cameroonians are suffering. Take Douala. Recently, the international cycling race. On ne va pas entrer dans les détails, on en a déjà parlé, malheureusement. Pour les Camerounais, la consigne, c'est vraiment de faire le bon choix, le moment venu. En un mot, le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, le maintenir, le contrer, c'est une pure invention. Les Camerounais ont... Il y a trois choses si vous voulez battre le RDPC, parce que c'est un parti politique très implanté, il faut le dire. L'opposition se met ensemble pour une candidature unique. Il faut voter, mais il faut contrôler son vote. Voilà ce que je peux dire pour conclure. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain, 19h30.